Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, annexe, tiré du supplément littéraire du journal Haaretz du 21 septembre 1994 par Benjamin Beit Hallahmi. Suite. Shahak s'est rendu célèbre en Israël comme un homme de principe, s'obstinant à asséner des vérités que la plupart de nos compatriotes ne veulent pas s'entendre dire. Il n'a jamais manqué une occasion de dénoncer publiquement la politique des gouvernements israéliens dans les territoires occupés, raison pour laquelle Amnon Rubinstein, l'actuel, on parle en septembre 1994, ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports, exigeait il y a plusieurs années qu'il fût privé de sa chaire de chimie à l'université hébraïque. Shahak s'est toujours efforcé de rester à l'écart de tout consensus juif israélien. En général, il y a réussi. Et pourtant, son livre déborde d'une affection sincère, d'un amour proprement filial pour la nation juive. C'est un livre assez court, écrit en anglais et publié en Angleterre à l'intention du lecteur non juif. Écartant tous les voiles, il décrit la société juive traditionnelle comme fanatique et ultra-conservatrice. Shahak rappelle qu'un État juif selon l'idéal des juifs religieux, autrement dit un État gouverné selon les règles de la religion juive, n'a jamais existé, que certes à diverses périodes, il y eut des communautés juives vivant selon ces règles, parce qu'elles étaient assez puissantes pour les imposer à leurs membres, et que ces communautés, comme le montrent les documents historiques, ignoraient toute espèce de pluralisme. Même en notre temps, il n'est pas difficile de citer des cas de juifs religieux qui méconnaissent complètement les droits des non-juifs. Il est important de reconnaître que ce mépris des droits des autres ne concerne pas que les Palestiniens. L'histoire de l'Afrique du Sud au cours de ces 50 dernières années fournit le meilleur exemple à ce sujet. Assurément, de nombreux juifs se sont distingués dans les luttes contre l'apartheid. Mais il s'agissait toujours de juifs laïcs. La communauté juive orthodoxe d'Afrique du Sud ne se souciait pas le moins du monde de l'apartheid. S'il y a 10 ans à peine on avait interrogé sur ce sujet l'un quelconque des trop nombreux sectateurs de Chabad, du rabbin de Lubavitch dans ce pays, il aurait répondu catégoriquement que l'apartheid étant imposé uniquement aux autres, les Juifs n'avaient pas à s'en préoccuper. Cet exemple peut être généralisé. L'attitude juive traditionnelle envers l'humanité était que seuls les Juifs comptaient. Quant au reste, on ne voyait quelle raison auraient eu les Juifs de s'y intéresser. Sur toute question, le seul critère de décision était de savoir si cela était bon ou mauvais pour les Juifs. En suivant les racines de cette attitude, Shahak remonte à la halacha, entre autres aux responsa, c'est-à-dire aux arrêts décrits des rabbins, arrêts juridiques, sur le salut des vies non juives, notamment aux responsa qui traitent de la question « Un juif peut-il violer le Shabbat pour sauver la vie à un gentil ?» L'opposition radicale des partis religieux juifs israéliens à tout projet de législation en matière de droits de l'homme ne peut être interprétée comme une volonté de sauvegarder le triste statu quo ou d'obtenir davantage de fonds publics pour les yeshivot, c'est-à-dire les écoles religieuses. Il s'agit pour eux de défendre cette position de principe que les êtres humains n'ont pas tous les mêmes droits. Quand les juifs religieux partent en campagne pour ce qu'ils appellent la dignité humaine dans les lieux de sépulture, ils ne pensent absolument pas à défendre la dignité des non-juifs. Quand ils s'opposent à l'avortement, ils précisent qu'ils ne pensent qu'au fœtus juif. Ces mouvements ont des précédents séculaires dans la tradition religieuse juive. Contre l'apologétique juive, contre tous les récits à la gloire d'un judaïsme prétendument humaniste et pluraliste, contre les appels lancés aux juifs laïcs pour qu'ils se repentent et reviennent à la religion, Shahak impitoyablement ramène à la surface les aspects sombres de la tradition juive en demandant à son lecteur s'il veut la perpétuer. Shahak convient avec le sionisme
que la vie des Juifs dans la diaspora était difficile. Mais il en fournit une explication radicalement différente. Par exemple, ce que l'historiographie juive perçoit comme les persécutions anti-juives de 1648-1649 en Pologne orientale apparaît dans son analyse non pas comme un déferlement d'antisémitisme tribal dirigé par un Chmielnicki haïsseur des Juifs, et pour ce qu'elle était vraiment une révolte paysanne comportant des représailles contre ceux-ci en raison de leurs rôles sociaux et économiques bien réels, à savoir qu'ils étaient écrasés d'impôts par les Juifs. Ce faisant, et méprisés bien sûr, ce faisant, Shahak ne minimise nullement l'ampleur de la calamité qui s'abattit alors sur les Juifs, mais il rapporte l'antisémitisme à l'histoire et nie notamment que tout non-juif soit fatalement anti-juif. Bien au contraire, il voit dans l'antisémitisme l'effet de situations historiques durant lesquelles les Juifs ont été mêlés, d'une façon ou d'une autre, à des conflits interethniques ou à l'oppression d'une classe sociale ou d'un groupe national par un autre. Le style polémique de Shahak donne à son livre l'allure d'un acte d'accusation contre la religion juive. Cela soulève un problème, du moins dans une perspective humaniste plus large. Y a-t-il quelque chose de spécifiquement juif dans le chauvinisme et l'égocentrisme juif? Les Juifs seraient-ils en quoi que ce soit pires que les autres à cet égard? Les chauvins juifs sont-ils pires que les chauvins irlandais, russes ou japonais? Shahak semble penser qu'il existe une différence qualitative entre la halakha et les autres codes religieux et que nous sommes tous viciés en Israël par le poids écrasant d'une tradition qui considère l'humanité tout entière du haut de son petit clocher. En fait, nous les Juifs sommes la race élue, seuls à avoir des âmes humaines, et tous les autres êtres humains ne sont que des animaux impurs. Selon cette tradition et les preuves qu'on a données, Shahak, c'est moi qui ajoute ça. Mais des exemples analogues d'ethnocentrisme n'abondent-ils pas de par le monde? En quoi la tradition juive serait-elle pire que celle des Hutus et des Tutsis? En quoi l'attitude du judaïsme à l'égard des gentils serait-elle pire que celle de l'hindouisme envers les intouchables? Bonne question. En quoi le sentiment de supériorité et d'une affinité particulière avec le divin serait-il plus répréhensible chez les Juifs que chez les Sikhs par exemple, ou dans des centaines d'autres groupes ethniques? Les luttes pour les droits de l'homme, la démocratie et l'égalité sont toujours allées de pair avec les processus de laïcisation parce qu'il y a toujours un abîme entre les traditions religieuses et les idées humanistes. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il en est ainsi en Israël comme dans tout autre pays. Si nous autres Israéliens désirons promouvoir la démocratie et la justice sociale, ce n'est certes pas dans une tradition religieuse, qu'elle soit juive ou tibétaine, que nous trouverons des motifs d'inspiration pour notre cause. Shahak semble partager les aspirations d'une majorité des Juifs israéliens dans sa quête d'une normalité et d'une modernité de l'existence juive opposée aux anomies historiques qui ont marqué la vie dans la diaspora. Mais de plus, il veut que cette nouvelle existence nationale soit post-sioniste et autant que possible éclairée d'un regard critique sur l'ensemble de ce passé juif encore si proche et pourtant déjà si loin de nous. Fin de cet article.